Bonjour, nous sommes le samedi 12 septembre 2020. Alors un petit point sur l'actualité. Euh, Trump et les États-Unis, je me sens moins enclin à en parler tous les jours parce que j'ai mis un point final à ce deuxième tome qui, j'espère, sera le dernier de mon ouvrage La chute de la météorite Trump. S'il devait y avoir un troisième volume, a posteriori, l'intitulé de chute aurait été injustifié. J'espère qu'il tombe, parce que comme le disent un certain nombre de personnes maintenant aux États-Unis qui commencent, je dirais, ils ont été élus longs à la détente, durs à la détente, que c'est le choix, comme le dit Robert Reich, l'ancien ministre de Clinton, que c'est pas le choix entre Biden et Trump, c'est le choix entre la démocratie à l'américaine, il faudra ajouter, et, euh, et le fascisme. Voilà, une chose que moi je dis depuis, hélas, depuis 2015, dès que le candidat Trump est apparu à l'horizon. Espérons que ce type ne continue pas. Donc, à chaque jour qui passe, on a davantage d'informations sur le bonhomme qu'il est. Les livres de révélation s'accumulent. On a eu récemment celui, je vous en ai longuement parlé, celui de sa nièce Mary Trump. Il y a eu celui de John Bolton, moins critique parce qu'il se situe, je dirais vraiment dans une perspective de, comment dire, de rivalité par rapport à Trump dans le camp républicain. On parle du livre Rage de Bob Woodward, l'un des deux journalistes avec Carl Bernstein, qui avait précipité la chute de Nixon à son époque, grâce à des révélations qui en fait leur venaient d'une taupe, le numéro 2 du FBI. Dans le livre Rage qui vient de paraître, il y a des enregistrements de Trump que Trump avait fait en confiance avec Bob Woodward et où il lui parle, étonnamment, il lui parle comme un adulte. Et c'est ça le grand scoop de ce livre de Rage, c'est que Trump dit à Woodward, évidemment que cette pandémie, c'est un truc très dangereux, évidemment que ça va, il lui donne des chiffres, c'est en janvier, il dit, voilà, pour les gens contaminés, c'est 5% de décès, etc. Il sait tout. Et alors Woodward nous dit, il l'a caché. Et Trump ce jour-ci dit oui, bien sûr j'ai caché, et ça il l'avait déjà souvent dit. Il dit moi je suis le cheerleader, je suis pas là pour dire la vérité, je suis là pour le moral des troupes, pour dire que tout va bien. C'est ça qu'un président sait. Et les démocrates ou les gens qui sont prêts à voter contre Trump seront horrifiés une fois de plus, mais les partisans de Trump considéreront que oui, il a eu bien raison, voilà, d'être le type qui était là à pas dire la vérité, à utiliser la méthode Coué, à penser positif. J'ai dit depuis le début, c'est la philosophie spontanée d'un milieu d'affaires. Alors, ne me faites pas dire que la philosophie spontanée du milieu d'affaires, c'est le proto-fascisme. Je ne dis pas ça explicitement, mais enfin bon, voilà. Voilà, c'est dit. Je continue. Donc, à mon avis, ça ne va pas changer grand-chose. Toutes ces révélations supplémentaires sur le fait que le type est une crapule, que c'est un menteur, etc. On le sait, mais ça fait pas grande différence. On a toujours les 40% de gens qui sont en sa faveur. À certains moments, ça a baissé, puis c'est remonté, puis ça a rebaissé. Mais voilà, récemment d'ailleurs, au cours du mois d'août, la popularité de Trump a remonté. Ça a été lié sans doute aux événements
aux événements de voilà les looting, comment appelle-t-on ça, les pillages, les émeutes qui ont suivi les manifestations Black Lives Matter dans leur sillage. Ça n'a pas fait du bien à Biden parce qu'il était très difficile pour les démocrates de faire la distinction entre les revendications justifiées de la population afro-américaine qui considère qu'il y a un biais, et bon, moi je vous parle de ça depuis 5 ans dans mes billets sur Trump, que la question de l'esclavage n'a jamais été véritablement réglée dans ce pays. On n'a pas, comment dire, on n'a pas réglé l'ardoise, on n'a pas remis les compteurs à zéro. On a même permis, d'une certaine manière, au sud de revenir sur sa défaite, le sud du pays. Et voilà où on en est. Tous ces gens, tous les partisans de Trump, tout ça fait aucune différence. Ils sont pour lui. Ils sont pour lui essentiellement parce que voilà, ils sont dans cet esprit du Sud. L'esprit non démocrate à l'intérieur au sens propre, antidémocratie du Sud, et surtout le ressentiment. Les gens qui votent pour Trump, c'est des gens qui votent par ressentiment, et le ressentiment ne va pas tomber comme ça, il va rester le même. Son agitation à lui ne fait pas plus de différence que le reste. On nous parle dans la presse du fait qu'il n'a plus beaucoup d'argent à mettre dans les campagnes électorales, que les démocrates dépensent beaucoup plus parce que bon, voilà, il y a des donations importantes qui sont faites aux démocrates qui leur permettent de faire davantage de propagande, de battage publicitaire dans les États qui font une différence. Vous le savez, aux États-Unis, le système est tel qu'il y a le pays partagé en 2 régions, en 3 régions. Voilà. Il y a les gens qui votent démocrates systématiquement, et voilà, et ce résultat est acquis d'avance. Les gens qui votent républicains systématiquement, et le résultat est acquis d'avance. Et puis ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire les États, les quelques États qui sont susceptibles de passer d'un bord sur l'autre et qui font toutes les élections, de type présidentiel. Et là, bon, voilà, c'est la Pennsylvanie, c'est le Michigan, c'est la Floride, c'est la Caroline du Nord, quelques-uns comme ça, et le Wisconsin, et tous les regards sont tournés vers ça. Et je vous montrerai un graphique pour ceux qui ne verront pas le graphique, parce que bon, je le mettrai en dessous de mon blog, mais là je peux expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit d'un graphique qui montre la chose suivante. La différence entre 2016 et 2020 sous un rapport bien particulier. C'est où Biden se situe-t-il par rapport à Clinton dans les sondages, au même moment du calendrier. C'est-à-dire quoi? On est le 12 septembre. Au 12 septembre, où est-ce que Hillary Clinton se situait-elle par rapport à Trump dans la campagne? Et où Biden se situe-t-il par rapport à Trump? Et le graphique que je vais vous montrer, c'est la différence entre Biden et Clinton. Est-ce que Biden fait mieux que Clinton ou moins bien que Clinton par rapport à Trump en ce moment? Et c'est limité à ces États qui font la différence, les swing states, c'est là que la décision va se faire. Et ce que ça montre, c'est la chose suivante, c'est que Biden fait un tout petit peu mieux que Clinton. À ce moment-ci, au 12 septembre, Clinton faisait 2,4% dans l'opinion, dans les sondages d'opinion, 2,4% de mieux que Trump, et Biden fait 3,8%, c'est-à-dire il fait 1,4% de mieux que Clinton en ce moment. Mais aussi, il y a aussi une dynamique. La différence entre Trump et Clinton dans la campagne c'était assez fixé, ça bougeait pas beaucoup au cours de la campagne électorale. Ici, on a eu une différence. On a vu en particulier au départ un préjugé très très favorable des gens. C'est relatif évidemment parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Trump, mais entre Biden et Trump, c'était quand même en faveur de Trump pendant très très longtemps. Puis Biden a émergé au printemps, il s'est décollé. Et à un moment donné, il a fait même que 4% de mieux non pas que Trump, mais que Clinton à la même époque. Et puis ça a baissé.
Et puis il s'est retrouvé dans un désavantage vis-à-vis de Trump à la période que je vous ai dite, essentiellement au mois d'août. Et là, ça remonte pour Biden. Il y a eu en particulier, et ça je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, c'est un discours qu'a fait Biden après le rassemblement du Parti républicain. Le lancement véritablement de Trump comme candidat. Et Biden a fait un discours. C'était un discours extrêmement délicat parce qu'il fallait justement qu'il manifeste son soutien pour les forces de gauche et pour les protestataires, je dirais, dans l'ordre et le calme, tout en se distinguant des pilleurs et des casseurs qui apparaissaient, comme souvent, dans le sillage des manifestations, des protestations. Et là, non seulement je l'écoutais, mais j'écoutais aussi les commentateurs, pas en direct, mais pratiquement en direct, sur la manière dont il a fait ça. Et là, c'est vrai, et bon, ça fait une différence. C'est une différence par rapport à avant. Biden s'en est bien sorti. Il s'en est bien sorti. Il est arrivé, je dirais, à motiver d'une certaine manière l'électorat démocrate qui pourrait hésiter à le soutenir en disant que bon, c'est un tiède et à rassurer ceux qui seraient inquiets sur le fait qu'il ne serait pas suffisamment fort pour justement tenir des troupes qui pourraient voilà, encourager une violence du côté démocrate. Parce que, bon, vous le savez, jusqu'ici, parmi les morts, il y a eu 2 morts tués par un milicien pro-Trump armé, mais il y a aussi eu un partisan de Trump tué dans une bagarre également. Où est-ce qu'on en est? Ben, je crois qu'on en est exactement à ce 1,4. Avec une avance de 2,4 sur Trump à ce moment-ci dans la campagne, Clinton ne l'a pas emporté. Pour le moment, Biden fait 1,4% de mieux que Clinton. C'est beaucoup mieux que s'il faisait moins bien. C'est pas encore énorme. Vous vous souvenez, une chose sur laquelle je veux toujours insister, c'est chaque fois qu'on nous dit, et ça a été même dans un article important du Monde récemment, Clinton était donnée gagnante de très loin contre Trump au moment de l'élection de 2016. Si vous regardez mes papiers, si vous regardez mes billets, si vous regardez le premier volume que j'ai fait sur Trump, vous savez que c'est avec des rapports au jour le jour, vous savez que ça c'est de la propagande a priori. C'était pas du tout, il n'y avait pas du tout de marge significative en faveur de Trump, pardon, de Hillary Clinton au même moment de la campagne, et ni même juste avant l'élection. C'était tangent de toute manière. Ici, on est encore dans le tangent. Il n'y a rien de clair. Et comme je vous le dis, les révélations qui sortent ne font pas grande différence. Il y a encore, il y a le livre de Michael Cohen, je ne l'ai pas encore reçu malheureusement, il est sorti le 8, ça nous fait quoi? Ça nous fait 4 jours aux États-Unis. Là, il y a une sorte de révélation qui est intéressante, c'est la thèse de Cohen, c'est que Trump n'est pas un agent russe, qui n'est pas non plus compromis du côté russe, que simplement les Russes lui ont fait gagner énormément d'argent et qu'il est simplement reconnaissant à des partenaires commerciaux qui lui font gagner énormément d'argent. La thèse de Cohen, c'est la suivante. Et il faut le situer dans le cadre où Trump dit à Cohen au fil des années que en fait les oligarques russes en fait c'est que des prête-noms pour Poutine, que Poutine est l'homme le plus riche du monde, et il est clair selon Cohen que l'admiration de Trump pour Cohen c'est essentiellement ça, un gars plus riche que lui, ça c'est quelque chose, voilà, dans le rapport de force, c'est quelque chose qu'il admire, et il est convaincu que Trump est convaincu que chaque fois qu'il fait des affaires avec des oligarques russes, et Cohen donne l'exemple d'une vente qui permet
à Trump de gagner 15 millions de dollars. Il dit à Cohen, voilà, c'est un cadeau que Poutine m'a fait. Et donc, ça, c'est très intéressant, parce que c'est dans la perspective Trump otage de Poutine, c'est une troisième possibilité. Pas Trump agent russe, pas Trump compromis d'une manière ou d'une autre, mais simplement Trump recevant des cadeaux à coût de millions de dollars de Poutine et lui étant reconnaissant. Bon, ceci dit, je termine en mentionnant un nouveau livre qui va sortir. Là aussi, je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore. Un livre de Peter Strzok, difficile pour moi à prononcer, Strzok, un nom que vous connaissez si vous suivez mes billets sur Trump depuis très longtemps, un agent du FBI, un agent qui a été poursuivi véritablement, voilà, comme les chiens là, dans la curée, par les partisans de Trump, parce qu'on est tombé sur des messages qu'il échangeait avec son amante avant les élections, en disant ce type-là, c'est un type pas sortable et il faut absolument qu'on l'empêche de passer. Alors, ces messages-là ont été brandis par les républicains comme étant l'épreuve ultime d'un deep state, etc., c'est-à-dire une cabale pour empêcher Trump non seulement d'être élu, mais ensuite pour essayer de le descendre. Et ce Strzok, j'en ai parlé longuement, et d'ailleurs vous trouverez ça, c'est un chapitre dans le deuxième volume, donc sur Trump qui va paraître. Ce Strzok, c'est bien défendu devant une commission où il était du Sénat, si je m'en souviens, où il était accusé par les républicains. Et il a dit, bon, j'ai dit ça dans ce message, j'ai dit ça le jour où Trump s'en était pris violemment aux parents d'un militaire mort récemment à la guerre, manifestement simplement parce que ces gens sont des immigrés et que Trump leur crachait à la gueule simplement parce que c'est des immigrés, ça n'avait rien à voir avec le fait que leur fils était un héros. Et vous avez dû voir aussi, ça j'en ai parlé, la manière dont Trump parle des militaires, en particulier des gens qui sont tombés au champ d'honneur, en disant c'est des crétins qui n'ont rien compris, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, il n'y avait pas d'argent à gagner, etc. Des remarques là aussi qui manifestement, secouent dans l'institution militaire, secouent les officiers, un peu moins apparemment les soldats. Là aussi, je ne crois pas que ça va changer l'opinion de grand monde. On sait que le bonhomme est comme ça, on sait que c'est ça. S'il n'y a pas de pognon à faire, tout le reste ne compte pas. Il n'y a pas, c'est les valeurs où, je peux en parler à propos de certaines dissensions dans ma famille au fil des années, le pognon ou les valeurs, il faut choisir. Alors, pour ce Strzok, il y a sûrement, dans son pays d'origine, qui doit être un pays d'Europe centrale, il y a sûrement quelqu'un qui sait comment ça se prononce exactement dans ce pays qui pourra me le dire. Lui, son livre qui sort s'appelle Compromise, compromis. Alors, pour cet agent du FBI qui dit dans les interviews qu'il sait encore des choses mais qui ne peut pas les dire, lui, ce qu'il affirme dans son livre que je n'ai pas encore vu, mais dont j'ai vu quelques résumés, je dirais c'est la même thèse que dans les miens, c'est-à-dire d'un Trump véritablement compromis par les Russes. Qu'est-ce que Strzok sait que moi je ne sais pas, je ne sais pas exactement, mais manifestement on a la même hypothèse d'un Trump agent de Poutine d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas de la manière dont Cohen dit, simplement parce que Trump a l'impression que Poutine, au fil des années, l'a arrosé de pognon. On verra. On verra. Il y a sûrement des tas de choses intéressantes dans le livre de Strzok quand je le verrai. Mais il y a aussi, il le dit, il y a aussi des choses que je peux pas encore dire. À quel moment est-ce qu'il pourra les dire, ou bien est-ce qu'on le
Si j'étais Trump, je n'hésiterais pas une seconde. Si je deviens président, je trouve un moyen d'éliminer le gars en foutant en prison ou en le faisant éliminer d'une manière ou d'une autre. Pas en lui prenant son boulot de manière indigne, ça a déjà été fait. Enfin bon. Euh, la démocratie à l'américaine, c'est pas une démocratie idéale, c'est pas une démocratie exemplaire. J'ai habité 12 ans dans ce pays, j'ai des liens familiaux avec ce pays. Vous le savez, je suis extrêmement critique. Quand il y a des gens sur mon blog qui me disent oui, vous êtes un admirateur béat des États-Unis, ben non, vous rêvez, vous rêvez. J'ai déjà expliqué que dès l'âge de 16 ans, j'étais connu de l'ambassade des États-Unis dans mon pays pour être un organisateur des marches contre le Vietnam. Non, j'ai toujours été très critique quand j'étais aux États-Unis. J'étais assez actif dans des mouvements liés à des opinions je dirais, de gauche ou d'extrême gauche dans le pays. J'ai participé à des réunions Quaker pendant des années. J'ai été membre de l'ACLU pendant des années, American Civil Liberties Union, comme je le dis toujours, l'équivalent le plus proche d'un parti d'extrême gauche aux États-Unis. Je suis absolument pas quelqu'un qui n'est pas critique vis-à-vis des États-Unis, qui serait atlantiste, qui serait pro-impérialisme américain, absolument pas. Mais la démocratie est en danger aux États-Unis. Espérons qu'elle survivra. C'est essentiel pour nous. Les processus d'effondrement autour de nous, j'ai encore rien dit du faux Brexit, vrai Brexit, décomposition du Royaume-Uni qui a lieu sous nos yeux en ce moment avec le mouvement indépendantiste en Écosse qui a véritablement du vent comment dire, le vent en poupe. Le non-respect de Johnson pour la parole donnée, sa manière de torpiller unilatéralement les accords qui ont eu lieu avec l'Union européenne. Tout ça, ce sont des signes désespérants. La pandémie qui est la discussion de savoir si c'est la première vague qui continue ou la seconde qui a commencé, finalement c'est purement théorique, ça n'a pas aucune importance. Un contexte d'effondrement économique parce que les choses ne repartent pas, il faut bien le dire, et ça peut encore aller plus mal. Un contexte d'effondrement de l'entropie, un petit coup de chapeau à l'ami Stigler qui, au lieu de parler simplement comme je le fais, de désorganisation, parler d'entropie, on peut dire effondrement aussi, c'est mal barré. Si on veut éviter que l'effondrement ne s'accélère, il faut absolument que Trump ne passe pas. Il faut aussi mettre un frein au délire antidémocratique de M. Johnson au Royaume-Uni. Voilà, allez, je vous tiens au courant, je continue à être là et à faire des petits points de temps à autre. À bientôt.